Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal d'actualités cette semaine-ci, notamment le fait que TikTok est en bonne passe de se faire bannir aux États-Unis, mais nous avons aussi une autre news qui est en contraste à ça, au niveau du fait que vous allez voir, il n'y a pas trop de preuves qu'ils font ce qu'on leur reproche. Nous avons aussi des news comme quoi les smartphones ne se vendent plus très bien ces derniers temps. Bon, ils en vendent toujours beaucoup, mais ils se vendent un peu moins bien, et aussi des news au niveau hardware. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. J'aimerais commencer ce Texama Show aussi par une news assez importante. Demain, sur twitch.tv/orniasama, qui est ma chaîne Twitch, je vais faire un live montage. Je ferai ce live montage à partir de normalement 13 à 14 heures. Ça dépend si j'ai des petits problèmes au lancement du live. Mais entre 13 et 14 heures, le live va commencer. Et je vais faire le montage du PC d'un de mes modérateurs, pour information. Il avait besoin d'un nouveau PC, donc il m'a dit son budget et tout ça, et je lui ai trouvé des pièces afin de lui faire tout simplement son PC. Donc c'est lui qui paye pour la plupart des pièces, mais j'ai quand même demandé à une marque pour avoir certaines pièces pour compléter sa config. Je tiens à être transparent là-dessus. Vous verrez bien pour le live qu'est-ce que j'ai sélectionné justement pour celui-ci. Et du coup, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à venir voir en live. Et normalement, il y aura une vidéo qui sortira de résumé certainement, ou une vidéo en rapport avec ce PC-là. Et c'est à peu près tout. Une autre news aussi, c'est que je vous rappelle l'existence de mon doc de vente. Dans la description, vous avez un doc de vente où je vends différents produits qui ne sont plus vraiment utiles pour moi, ou qui tout simplement traînent là et ne servent à rien. Donc pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à checker. Il y a un petit peu de tout. Il y a des pièces PC ou même des PC. Donc n'hésitez pas à regarder, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresserait, et n'hésitez pas à m'envoyer un mail justement si une de ces choses vous intéresse. J'ai rajouté justement quelques trucs depuis la dernière fois, donc ça devrait peut-être intéresser certaines personnes. Enfin bref, du coup, c'est à peu près tout. Commençons par l'actualité de la semaine. La première news de la semaine, c'est le fait que les ventes de smartphones sont en train de ralentir, et même la période des fêtes n'a pas aidé vraiment à vendre beaucoup plus de smartphones. Pourtant, c'est une période évidemment où il y a énormément de ventes. Il y a des gens qui se rachètent un smartphone, ou il y a même des gens qui sauvent des smartphones pour justement Noël. Et même malgré ça, ça n'a pas fait des chiffres en progression. Alors toutefois, il faut quand même en tenir compte, il y a toujours énormément de smartphones qui sont vendus dans le monde. Pour information, c'était 1,2 milliard de smartphones ont été livrés en 2022. 1,2 milliard. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, donc vous imaginez la quantité de smartphones. C'est pas pour rien que le marché des smartphones est l'un des plus lucratifs, même au niveau des jeux vidéo et tout ça en tout genre. Bref, dans tous les cas, d'où vient ce ralentissement des ventes de smartphones? C'est assez logique. Il y a des problèmes d'inflation, premièrement. Et puis un autre problème assez logique aussi, selon moi, c'est que honnêtement, les smartphones, même à 200-300 euros, ou même des fois à 150 euros, sont largement suffisants pour la plupart des gens, et ils peuvent tenir des années et des années. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, le coût de la vie augmente, mon smartphone qui même à 3, 4 ans, 5 ans, il tiendra encore quelques années sans problème. » Et du coup, les gens n'achètent pas de nouveaux smartphones, ce qui n'est pas très étonnant. Vous avez aussi en Europe, ce qui a certainement dû contribuer, le fait qu'Apple a augmenté les prix, ou plutôt Apple n'a pas du tout compensé l'inflation. Ils sont en mode « Ah, l'inflation, c'est vous qui allez la payer. On pourrait prendre dans notre marge pour garder un prix logique et accessible pour les gens accessibles, entre grandes guillemets. Mais non, on ne va pas compenser. » Et du coup, l'iPhone 14, notamment, est toujours vendu hyper cher. Et le plus ridicule, c'est que, notamment, ils ont sorti de nouveaux produits depuis, et les nouveaux produits qu'ils ont sortis n'ont pas augmenté en prix parce que l'inflation est redevenue un peu plus contrôlable, ou en tout cas, le cours du dollar versus l'euro est redevenu un peu plus respectable. Et du coup, ils n'ont pas augmenté les prix de ces produits-là. Mais les anciens produits sont toujours au prix. Ça, c'est Apple. Ils sortent un truc à un prix, jamais il ne bougera. Du coup, tous ces facteurs-là, évidemment, font que les gens sont en mode « pas acheter un smartphone ». Et donc, les ventes sont en train de ralentir. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va continuer d'arriver, même si c'est... la plupart des gens, même quand vous regardez dans des pays en voie de développement, le smartphone est hyper populaire. Les gens ne vont pas acheter un ordinateur, ils vont acheter un smartphone et ils vont tout faire sur le smartphone. Le smartphone va même être leur moyen de connecter au web, en fait. Tout va être fait avec le smartphone. Donc même si
le smartphone est hyper important, je pense qu'on va avoir un ralentissement dû au fait que justement, prendre un nouveau smartphone n'apporte pas grand-chose. Donc les gens essayent de rester le plus longtemps avec leur smartphone actuel. Donc tant qu'on n'aura pas une révolution au niveau des smartphones, à mon avis, ça va continuer de très légèrement, d'année en année, ralentir et ralentir. Malgré le fait que normalement, il y a de plus en plus d'utilisateurs qui veulent des smartphones. Donc, yep. Peut-être qu'il y aura une révolution quand les smartphones pliables seront meilleurs et abordables. Ou peut-être que quand on aura, par exemple, un smartphone qui peut s'accrocher autour de notre poignet comme une montre, on aura une petite révolution. Mais en attendant, yep. C'est à peu près tout pour cette news. Ensuite, nous avons une news en rapport toujours avec les smartphones, avec le fait que TikTok pourrait se faire bannir du marché américain et du coup être inaccessible sur le Play Store ou même l'App Store. Et c'est dû au fait que, je vous le rappelle, la saga existe depuis un petit moment, on en a parlé plusieurs fois, mais TikTok espionne leurs utilisateurs visiblement. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes disent, mais on n'a pas forcément des preuves. Et du coup, cet espionnage pourrait être problématique, notamment avec les personnes qui utilisent TikTok sur leur lieu de travail. Il y en a beaucoup qui le font, et notamment même des militaires qui utilisent TikTok sur leur lieu de travail. Donc imaginez des informations très, très, très mauvaises que pourraient être récupérées ici et utilisées par justement le gouvernement chinois. Après, évidemment, c'est un petit peu la même chose qu'on a en Europe. On se fait certainement espionner par le gouvernement américain et ils utilisent certainement ces données un petit peu, voilà, pour faire pas forcément des choses très bien. Du coup, ce ban continue de monter. Il y a beaucoup plus en fait, de politiciens qui appellent vers ce ban-là de plus en plus. Et si ça continue, honnêtement, ça pourrait arriver. Et ça a des implications avec l'Europe parce que bien souvent, si les États-Unis font quelque chose, bon, à part si c'est vraiment stupide, les pays européens ont tendance à suivre, en fait. Ça avait été le cas notamment avec Huawei, qui s'était fait bannir, et puis l'Europe aussi avait décidé de les bannir. Du coup, honnêtement, ça pourrait arriver. Une solution à ce problème-là, ce serait éventuellement si TikTok était vraiment... Bon, alors, TikTok Chine et TikTok International sont déjà séparés en termes d'applications. C'est deux applications très différentes. Mais là, une solution probable, ce serait que TikTok soit vraiment entièrement hébergé et appartient entièrement à une société qui n'opère pas en Chine. Mais là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et probablement, je pense que ces politiciens américains vont juste bannir sans trop réfléchir parce qu'ils n'utilisent pas TikTok, honnêtement. Et le vrai gagnant dans l'histoire, ça va être YouTube. Parce qu'en plus, YouTube, à partir du 1er février, donc c'est-à-dire, il me semble, genre, on est le combien ici? Je suis le 31 janvier quand je tourne la vidéo, je le tourne le jour de la sortie d'ailleurs. Donc à partir du 1er février, YouTube va activer la monétisation sur les shorts. Donc c'est eux qui gagneraient certainement le plus dans l'histoire. Et peut-être même que YouTube en profite d'ailleurs pour envoyer quelques chèques à des gouvernements, à des politiciens américains pour justement faire en sorte que ça passe un peu plus vite. Ça, je serais vraiment pas étonné qu'ils le fassent. Maintenant, une news en rapport avec ça qui est assez importante, c'est le fait que vous avez une personne, un politicien du Connecticut, qui est un État américain, a justement, lui, il était en mode, est-ce qu'on doit vraiment bannir TikTok? Est-ce qu'il y a des preuves de ça? Et il a consulté avec le FBI, et le truc, c'est que le FBI n'avait pas vraiment de preuves que TikTok espionne leurs utilisateurs. Mais ça soulève justement un problème avec ça, c'est que c'est assez compliqué en réalité de savoir si TikTok espionne vraiment leur utilisateur. Parce que à chaque fois qu'on a des preuves qu'une application espionne leur utilisateur, ces preuves souvent viennent de leaks, qui viennent de l'entreprise même qui faisait l'espionnage. C'est un employé qui a leaké des informations ou autre. Parce que le truc, c'est que TikTok, même s'ils hébergent dans d'autres pays que la Chine, rien n'empêche ces données d'aller vers le serveur qui serait peut-être, je sais pas moi, en Islande ou même en France ou en Allemagne, et puis juste repartir à nouveau vers peut-être un autre serveur à Singapour, et puis de Singapour, ça pourrait retourner vers la Chine. Il n'y a aucun moyen de vraiment traquer ces données. Elles pourraient rebondir à plusieurs endroits avant d'arriver justement en Chine. Du coup, le seul moyen de savoir si TikTok espionne leurs utilisateurs, ce serait qu'un employé honnêtement, juste donne des preuves de ça. Et le truc, c'est que ça semble logique, vu que TikTok est une société ici à la base chinoise, peu probable qu'il va avoir des leaks d'un employé. Vraiment très peu probable. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de preuves. C'est supposé, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Du coup, ici, c'est justement ce qui arrive.
le FBI ne peut pas vraiment le prouver. Ou s'ils ont des preuves, peut-être qu'ils ont une investigation en cours et qu'ils ne peuvent pas montrer ces preuves parce que ça pourrait être mauvais. Du coup, pour le moment, on appelle à un ban pour quelque chose qu'on n'a pas de preuve. Et c'est problématique parce que c'est un petit peu comme juger quelqu'un sans avoir aucune preuve et décider qu'il est coupable. Même si, dans notre cœur, on sait très bien que c'est fort probable que TikTok espionne, tout comme la plupart des géants américains nous espionnent aussi. On le sait. Mais si on n'a pas de preuves, est-ce qu'on a vraiment le droit de les juger? Ou est-ce que c'est notre devoir d'être préemptif là-dessus, de justement se dire, OK, on n'a pas de preuves, mais c'est à peu près sûr, on doit faire quelque chose maintenant avant que ça pose vraiment problème, avant même qu'on ait vraiment des preuves, mais si on a des preuves à ce moment-là, c'est que ce sera trop tard. Ensuite, évidemment, à chaque nouvelle sortie de produit Apple, une nouvelle controverse. Et ici, ça concerne la version 512 Go des nouveaux MacBook Pro qui, tout simplement, a un SSD plus lent que l'ancienne version M1. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà vu avec les premiers laptops M2 parce que Apple, pour information, est passé de puces mémoire de 256 Go à 512 Go. Donc, ça veut dire que pour le MacBook de base, ils ont juste besoin de mettre une puce mémoire. Le problème, c'est que pour avoir de plus grosses vitesses, vous utilisez souvent plusieurs puces mémoire. Si vous avez 2 puces mémoire, vous pouvez séparer les données sur les 2 puces et du coup doubler la vitesse d'enregistrement et de lecture. Ici, mais comme on a une seule puce, la vitesse est moins importante. Après, de quelle vitesse on parle ici? Honnêtement, ça reste toujours extrêmement rapide. Du coup, le M1 Pro avait des vitesses de 4900 mégabits à la seconde et il pouvait écrire jusqu'à pratiquement 4000 mégabytes, je devrais dire, à la seconde. Et la version M2 Pro en 512 Go, il faut le savoir, parce que évidemment, à partir de 1 Tera, ça fixe le problème, il y a 2 puces mémoire. Cette version, avec seulement une seule puce, écrit, ou plutôt à des vitesses de lecture de 2973 mégabytes et des vitesses d'écriture de 3154 mégabytes. Donc en gros, ça reste très rapide. Et honnêtement, pour la plupart des gens, pour le commun des mortels, ça va pas changer grand-chose. Le vrai problème ici, et que selon moi on devrait plus parler, c'est le fait que ces puces mémoire sont soudées sur la carte mère de ces ordinateurs. Donc tout est soudé dessus. La mémoire, le stockage, la mémoire de stockage, donc le SSD est soudé sur la carte mère, et évidemment, tout ce qui est GPU et tout ça est soudé, mais ça c'est un peu plus logique. Du coup, si vous avez pris une version 512 Go et que vous êtes en mode « Ah, j'ai envie d'upgrade », vous pouvez pas upgrade, vous devez changer l'entièreté du laptop. Et ça, pour une entreprise qui est en mode « Oh, l'environnement très important, on fait tout pour respecter l'environnement », c'est un petit peu ironique quand même, parce que ils ont fait un système de SSD interchangeable sur leur plus gros Mac, les Mac Studio. Ils l'ont fait. Et pour ceux qui sont en mode « Ah, mais c'est à cause de la puce de sécurité, tout le tralala », non. Rien n'empêche d'avoir juste un slot dans lequel on met les puces mémoire qui sont sur un PCB séparé et de pouvoir upgrade. Et cet upgrade pourrait être fait par Apple, évidemment. C'est Apple qui prendrait la machine, mettrait un nouveau SSD, ou en tout cas un nouveau PCB avec des puces mémoire, parce qu'il n'y a pas de contrôleur ici. Le contrôleur est dans justement la puce de sécurité Apple. Et du coup, augmenter la capacité de stockage sans changer l'entièreté de l'ordinateur ou sans changer la carte mère en entier. Ils pourraient le faire. Ils l'ont déjà fait sur le Mac Studio. Et malgré le fait qu'ils auraient pu faire un geste pour la planète, notamment avec les M2, les nouveaux laptops M2, ils ne l'ont pas fait. Donc ça vous prouve à quel point AMD... non, pas AMD. Bon, AMD aussi a certainement des trucs, mais ça vous prouve à quel point Apple, en réalité, la planète, ça les arrange juste quand ils peuvent paraître jolis, ou peut-être que du coup ça leur permet d'augmenter leurs ventes, mais si ça ne permet pas de gagner de l'argent, ne vous inquiétez pas, la planète, ils n'en ont rien à faire. Ensuite, nous avons Sony qui vous indique que vous pourrez certainement acheter une PlayStation 5. Et c'est dû au fait qu'ils ont augmenté la capacité de production depuis pas mal de temps, et surtout, il y a certainement de plus en plus de gens qui ont une PlayStation 5, donc il y en a moins de personnes qui essaient d'en acheter, et du coup, visiblement, les problèmes de stock de la PlayStation 5 sont enfin en train de se régler. Et ça fait très longtemps. Pour information, depuis qu'elle est sortie,
elle a toujours eu des problèmes de stock. Elle était indisponible à peu près partout. Et vous aviez aussi le problème de scalpers qui prenaient tous les stocks disponibles et les revendaient sur eBay pour encore plus cher. Il y a même des images qui fuitent sur le web de justement scalpers qui reviennent rapporter leur PlayStation 5 parce qu'ils n'arrivent plus à les vendre. Donc ça, c'est plutôt marrant. Et j'ai regardé un petit peu, en tout cas sur certains e-shops en Belgique, elle est en stock. Bon, des fois, elle est en stock avec des bundles, donc vous devez payer plus cher parce que vous avez déjà inclus. Mais yep, elle est en stock. Donc pour ceux qui cherchaient à avoir une PlayStation 5, visiblement, vous pouvez en acheter une. Bon, après, elle devient en stock quand le marché des GPU est en train de se faire renouveler sur le PC. Donc à voir si elle a toujours autant d'intérêt. Je pense qu'elle a quand même un intérêt, mais vous avez évidemment aussi la Xbox qui peut être intéressante. Personnellement, je n'ai rien contre les consoles. Le problème vraiment des consoles, des fois, c'est juste que quand elle est sortie depuis là, 5 ans, ben, elle n'a plus autant d'intérêt qu'avant. Là, elles sont encore assez récentes, donc elles ont toujours un intérêt. Surtout que le marché du PC est un petit peu n'importe quoi, surtout en entrée et milieu de gamme. Il est très difficile de trouver des cartes graphiques entrée et milieu de gamme qui en valent vraiment la peine. Du coup, ça peut valoir la peine justement de prendre une console, honnêtement. Ensuite, nous avons Microsoft qui va refaire totalement Windows File Explorer. Donc, ils avaient notamment montré une preview où il y avait un système d'onglets. Vous pouvez le voir ici. Donc, au lieu d'ouvrir plusieurs fenêtres d'explorateur, vous auriez plusieurs onglets dans une même fenêtre, ce qui serait évidemment pratique. Après, bien sûr, vous pourriez toujours faire plusieurs fenêtres. C'est comme un navigateur Internet. Vous pouvez toujours faire plusieurs fenêtres, mais avoir plusieurs onglets par fenêtre. Le but ici, c'est vraiment pour ceux qui peut-être travaillent sur quelque chose, ont besoin d'avoir plusieurs fenêtres d'explorateur différentes d'ouvertes, mais n'ont pas forcément besoin de glisser, déposer des choses entre, mais veulent tout avoir au même endroit. Personnellement, je suis assez content qu'ils rajoutent ça. C'est une bonne chose. Maintenant, dans une dernière preview, ils ont montré une intégration beaucoup plus importante de leurs autres logiciels, notamment OneDrive et Microsoft 365. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une catégorie recommandée. Alors, ce n'est pas des pubs, c'est une catégorie recommandée selon vos fichiers. Donc là, on peut voir par exemple un fichier Excel, on a un fichier Word ici. Donc, ils mettraient plus en avant justement des fichiers qu'ils peuvent utiliser dans leur logiciel. Et notamment aussi, vous auriez un petit peu plus de mise en avant de tout simplement OneDrive. Parce que, en réalité, depuis Windows 10, c'est déjà assez bien en avant, mais là, il le mettrait encore un petit peu plus. Donc, yep. Personnellement, ça, je ne suis pas fan. Parce qu'évidemment, ça renforce le monopole de Microsoft sur leur OS, ce qui n'est pas une bonne chose. Et Microsoft nous force tellement de choses aussi sur leur OS que ça devient très embêtant des fois. Juste, pour ceux qui veulent par exemple changer juste le moteur de recherche sur Edge, c'est le nombre de clics que vous devez faire juste pour ça, c'est incroyable. Et ils essayent toujours de vous remettre sur Bing derrière. Attendez, je peux vous montrer en vrai. Il me semble que je ne l'ai pas changé ici. Donc, si vous allez dans Paramètres, je vais vous montrer comment on le change. Vous devez ensuite aller dans Confidentialité, Recherche et Services. Et vous pourriez vous dire qu'il y a recherche dans le nom. Et un navigateur, vous utilisez un moteur de recherche tout le temps. C'est un des piliers d'un navigateur, utiliser un moteur de recherche. Donc, vous pourriez vous dire, ça va être accessible. Non, vous devez scroll, tout en bas, plus bas. Vous êtes tout en bas, il y a un petit bouton ici, on le voit à peine parce que ma capture est un petit peu coupée, mais il y a un truc qui s'appelle barre d'adresse et recherche. Vous cliquez là-dessus, et c'est seulement là que vous avez, oui, accès au truc pour changer le, justement, moteur de recherche. Là, il vous dit, Bing, recommandé, valeur par défaut. C'est recommandé, ne changez pas. Regardez ce que ça fait si je le change. Google. Et là, c'est pas fini. Oh non, ce n'est pas fini. Le truc, c'est que par défaut, si vous changez le navigateur, enfin le moteur de recherche, ça le fait seulement dans la zone de recherche, pas la barre d'adresse. Donc, vous devez cliquer là-dessus et dire barre d'adresse. Et là seulement maintenant, vous avez vraiment changé la barre d'adresse là-haut pour Google. Ou sinon, ça ne marchera que dans le champ de recherche quand vous ouvrez un nouvel onglet. Vous voyez à quel point ils essayent de forcer Bing dans la tête des gens. Je ne voulais pas dire un gros mot. Donc, yep, c'est juste n'importe quoi. Et pour information, je le change ici parce que j'ai essayé pendant des mois d'utiliser Bing. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, mais j'ai essayé pendant des mois de l'utiliser de temps en temps. Juste
temps en temps, vous voyez, juste une recherche. Et à chaque fois, je reviens à Google parce que Bing n'arrive juste pas à rechercher correctement les choses. Au point même que des fois, vous recherchez quelque chose avec Bing et il vous envoie vers un mauvais site, pas le vrai site officiel de quelque chose, et il vous met en premier un site non officiel, ce qui est vraiment très mauvais. Donc, yep. Du coup, quand je vois une intégration pour OneDrive et tout, je suis en mode, non, stop Microsoft. Il est temps d'arrêter. Ensuite, on va commencer les news hardware avec une news qui concerne Intel qui a perdu 8 milliards de sa valeur sur le marché. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs résultats n'étaient pas très bons. Et c'est le cas aussi d'AMD en réalité. Comme vous pouvez voir, les deux entreprises en 2022 ont chuté énormément au niveau de leur progression. Ce qui, d'ailleurs, par rapport, vous voyez, à Intel, ils se maintenaient, et puis là, vraiment, ça a chuté. AMD, eux, c'était très variable, comme vous pouvez voir. Des fois, ils sont en bas, des fois, ils sont au-dessus. On voit d'ailleurs la remontée en 2016 de Ryzen. Ils ont eu une chute toutefois après 2018, et puis là, ils ont eu une remontée. Il me semble que c'est les Ryzen 3000 qui ont aidé à remonter ici, puis vous avez les Ryzen 5000 qui ont aidé aussi. Et la chute que vous voyez juste après ici, c'est le fait que certainement les Ryzen 7000 n'ont pas été assez populaires et que ça a fait chuter. Et certainement aussi qu'en 2022, ils ont eu un ralentissement parce que les Ryzen 5000 étaient déjà sortis. Donc ceux qui en voulaient les avaient déjà achetés. Les RX 6000 aussi étaient sortis depuis un moment. Les cartes Nvidia sont redevenues en stock. Donc certainement plus de personnes ont acheté des cartes Nvidia. Et du coup, certainement une chute ici de leur valeur. Donc, yep, ça devient compliqué pour les deux entreprises. Donc, ma foi, personnellement, je suis en mode, les deux ont chuté en termes de valeur. Donc, ça va les motiver tous les deux à faire meilleur. Parce qu'évidemment, s'ils ne font pas meilleur, ils vont continuer de chuter. Donc, c'est... En tant que consommateur, ça ne change pas grand-chose pour moi. Ça va certainement les forcer à se bouger un petit peu plus les fesses pour justement sortir des produits qui nous intéressent. Donc, au final, probablement une bonne chose pour nous. Ensuite, vous ne rêvez pas, la RTX 4090 Ti arrive. Yup. Et ce GPU va être monstrueux, surtout en termes de consommation. Parce que là, cette carte pourrait consommer 600 watts de base, qui est le maximum pour information d'un connecteur 12 pins de nouvelle génération. Du coup, nous avons des images, nous avons des specs, et du coup, pour ceux qui se disent « Oh, mais la 4090 est déjà hyper puissante, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus ?» Mais le truc, c'est que le GPU que vous avez dans la 4090, c'est pas le full GPU AD102. Il est déjà en partie castré. Il a notamment 16 384 coups d'accord. Mais le full GPU AD102 a 18 176 coups d'accord. Donc là, on aurait 142 SM, 18 176 coups d'accord, 96 MB de cache L2, un bus mémoire toujours de 384 bits, ça ne change pas. Ils utiliseraient une mémoire plus rapide qui monte jusqu'à 24 Gbps et nous aurions du coup une consommation maximum de 600 watts. Et toujours un seul connecteur 16 pins. Oui, 16 pins qu'ils disent. Il y a 4 pins de données, donc c'est techniquement un connecteur 16 pins, mais moi j'appellerais toujours connecteur 12 pins. Dans mon cœur, ce sera toujours ça. Donc, yep. Du coup, pour ceux qui avaient déjà des problèmes avec la 4090 qui avait le connecteur qui prenait feu, imaginez avec 600 watts d'énergie qui passe réellement dedans. Ça va être dangereux. Donc, ouais, j'espère qu'ils s'assureront bien de le connecter. Mais bon, ça montre aussi à quel point, selon moi, Nvidia est juste déconnecté de la réalité parce que les gens ont besoin maintenant de GPU milieu de gamme. Et tout ce que pense Nvidia, c'est genre, oh, on va sortir un nouveau ultra haut de gamme. On a déjà un ultra haut de gamme, mais on va encore faire plus ultra haut de gamme. Pour moi, ça va faire une répétition vraiment de la 3090 Ti. La 3090 Ti, quand elle est sortie, la plupart des gens étaient en mode, même les gens qui auraient été intéressés par une 3090 Ti étaient en mode, sérieusement? Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont juste pris des 3090 en fait. Parce qu'elle apportait, oui, un gain de performance, en sacrifiant énormément la consommation, mais ça ne valait juste pas la peine, et surtout elle coûtait plus de 2000 €. Ici, la 4090 flirte déjà avec les 2000 €, et les modèles non Founder Edition, eux, ils font plus que flirter, hein. Voilà, on les retrouve dans le lait avec les 2000 €. Ici, la 4090 Ti, imaginez le prix de cette carte va être abusé. Donc je pense honnêtement qu'elle va flopper de la même manière que la 3090 Ti. Parce que c'est une répétition vraiment. Elle a
oui, des meilleurs specs, mais elle va juste être un peu plus performante. Et la 4090 sera toujours meilleure en termes de performance. Donc, je pense pas que beaucoup de gens vont vraiment être intéressés. Donc, yep. Et ça vous montre encore une fois que Nvidia est déconnecté. Une autre news d'ailleurs montre une image supposée de cette carte qui semble être honnêtement assez légitime. On peut voir d'ailleurs du coup le design propre des RTX 4000. Donc le bord ici est légèrement courbé. Et oui, vous ne rêvez pas, cette carte graphique fait 4 slots d'épaisseur. La 4090 fait 3 slots d'épaisseur. Là, c'est 4 slots d'épaisseur. C'est juste abusé. Même l'entrée, enfin la sortie ici d'air est juste ridiculement petite. Normalement, sur la 3090, enfin la 4090, il me semble, il y a une découpe ici pour que l'air puisse sortir aussi ici. Bizarrement, ici, il n'y en a pas, donc c'est un peu bizarre. Donc, ça semble être vraiment legit. Genre, ça ressemble à ce que fait Nvidia. On voit aussi d'ailleurs les... Oui, ils n'utilisent pas des Philips, hein, ils utilisent des... Il me semble que c'est des torque screws, ça. Donc, juste, voilà, pour compliquer la vie à tout le monde. Et je suis descendu tout en bas. On voit aussi toutes les informations légales qui sont aussi ici sur les RTX 4000 AD. Donc, honnêtement, ça me paraît legit comme carte. On a même aussi des images même du refroidissement. Mais le truc, c'est que, oui, c'est quand même un peu bizarre comme design, encore une fois. Genre, pourquoi la sortie d'air n'est pas plus grande, en fait? Un peu bizarre. Donc, yep. On verra bien. Mais encore une fois, Nvidia, vous devriez peut-être vous concentrer sur autre chose que juste faire des énormes cartes graphiques. Ensuite, pour quelqu'un qui se concentre justement pour faire autre chose que des grosses cartes graphiques, nous avons Intel qui prévoit un nouveau driver qui devrait améliorer pas mal les performances sur leur carte graphique Arc. C'est peut-être pas les meilleures cartes graphiques du moment, mais au moins, c'est un nouvel acteur et personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ils sortiront une deuxième, voire troisième génération. C'est là où ça deviendra vraiment intéressant. Du coup, ce nouveau driver permet de fixer des problèmes et devrait aussi augmenter les performances. Donc, pour ceux qui ont une carte graphique Arc, il doit y avoir 2 personnes qui regardent cette vidéo peut-être, eh bien, vous devriez avoir une upgrade de ses performances. Personnellement, j'avais limite hésité à passer une carte graphique Intel Arc, et puis Linus Tech Tips a sorti une série de vidéos là-dessus, et quand j'ai vu les problèmes qu'ils avaient, j'étais en mode, nah, ça ira très bien. Je n'ai pas envie d'être totalement bêta-testeur là-dessus. Donc, yep. Peut-être dans quelques mois, mais pour le moment, évidemment, je suis passé sur une carte AMD, je vais rester dessus. Et enfin, dernière news de ce Texamash aussi, et c'est une news assez importante en réalité. Pendant le CES, évidemment, Intel avait sorti leur nouveau milieu et entrée de gamme sur l'architecture Raptor Lake, donc les 13e génération de Core Intel. Et depuis, ils sont sortis réellement, et il y a même des tests qui sont sortis. Je suis en réalité assez en retard là-dessus, parce que les tests sont sortis assez vite par rapport à l'annonce, mais du coup, vous pouvez maintenant acheter des 13400 et 13400F notamment, et aussi même des Core i3 13100 et 13100F. Et honnêtement, c'est certainement les meilleurs processeurs que vous pouvez acheter. Je pense que je vais bientôt update justement mon truc de recommandation de processeur. J'attends juste de savoir si ces foutus processeurs X3D vont arriver. Donc voilà, toujours pas arrivé. Donc peut-être que je vais faire une version spéciale entrée et milieu de gamme où je parle que de processeurs en dessous de genre 300 €. Ça pourrait être intéressant. Mais dans tous les cas, yep, ce sont de très bons processeurs. Si on regarde par exemple Far Cry 6... Ben, il tient la route même par rapport à un 7600X, il n'est pas si loin derrière. Mais le 7600X reste meilleur et très bon. Après, il coûte évidemment plus cher. Donc, Intel, selon moi, a réussi à faire un très bon processeur pour l'argent. Ça va être certainement ma recommandation pour juste au-dessus de 200 € en termes de processeur. Et ben, ça en dit long, selon moi. Pour information, il utilise 6 cœurs haute performance et il a 4 cœurs haute efficacité énergétique. Donc, c'est basiquement un 12600K. Réellement. Évidemment, pas overclockable, mais en termes de spec pur, c'est un 12600K. Et donc, yep, très bon processeur. Et vous avez aussi le Core i3, lui, comme je dis, 13100F, qui aussi est très intéressant pour le prix. Après, vous avez toujours la 12e génération qui est disponible. Et dans certains cas, les processeurs de 12e génération peuvent être plus intéressants. Et vous avez aussi des anciens processeurs AMD qui continuent de traîner et peuvent être intéressants dans certains cas aussi. Donc, pas mal de choix en réalité. De 100 à 300 €, vous avez énormément de choix.
Et ça, c'est plutôt cool. Et du coup, c'est à peu près tout pour les news de cette semaine-ci. Je tenais aussi à vous remercier par rapport à vos retours et tous vos commentaires sur la dernière vidéo où j'ai indiqué que je passais une carte graphique AMD, qui est juste derrière d'ailleurs. Je ferai une vidéo follow-up 1 mois après avoir changé pour justement parler de mon expérience. Est-ce que j'ai des problèmes? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche pas? Donc ça devrait être plutôt intéressant s'il y a des gens justement qui sont toujours pas décidés de passer à une carte AMD. Et je ferai ensuite une autre vidéo follow-up certainement 1 an après. Donc beaucoup plus tard pour voir justement si là il y a eu de plus gros problèmes ou des améliorations justement aux problèmes que j'avais déjà, notamment le problème de consommation, qui n'est toujours pas fixé d'ailleurs. Donc, yep. Du coup, merci à tous d'avoir regardé ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour un prochain Texama Show. N'hésitez pas à suivre le live d'ailleurs demain. Twitch.tv/OraniaSama, lien dans la description. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!